Bonjour les CE2 qui viennent d'arriver. Ah oui. Bonjour les CE1 que je n'ai pas encore vus. Ce matin, on termine le travail de grammaire, comme je vous avais expliqué. On va donc travailler avec les 3 groupes. Levez la main. Alors ceux qui sont groupe 1, normalement vous êtes tous à table. Donc levez la main le groupe 1. Ok. À tes souhaits, Joy. Levez la main le groupe 2. Ok. Et levez la main le groupe 3. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, nous allons faire la connaissance d'Evie Laversane, enseignante à l'école primaire des Hauts-de-Vallières à Metz, en Lorraine. Je suis enseignante depuis 12 ans maintenant et j'ai fait la plus grande partie de mes armes en cycle 2. J'ai eu beaucoup de frères et sœurs et je pense que c'était pas les poupées, mais les frères et sœurs ont eu le droit à leur petite classe. En tout cas, ma sœur beaucoup, et du coup, c'est comme ça que c'est né. Je devais avoir 12-13 ans et de là, ça n'a plus changé. Léonie, si tu as besoin de ta trousse, tu vas chercher ta trousse dans le bac des CE1. Bonjour Evie. Bonjour. On découvre avec toi aujourd'hui la classe mutualisée. J'aimerais bien que tu nous présentes cette organisation. Alors, c'est l'idée de partager un grand groupe d'élèves entre plusieurs enseignants. En l'occurrence, actuellement, on est 2. On partage 2 classes qui ont le même niveau, CE1, CE2. On aurait pu faire le choix d'avoir un CE1 pur et un CE2 pur. On a choisi volontairement de faire 2 CE1, CE2. Mais c'est vrai que par le passé, donc dans notre ancienne école, on a travaillé à 3 classes, donc un CP-CE1, CE1, CE2 et 2 CE1, CE2. Et l'idée, c'est de partager les temps d'enseignement, de regrouper les élèves selon les matières, pour que chaque enseignante prenne en charge un groupe relativement homogène d'élèves dans un domaine de compétences. Ça part de quoi, justement, cette idée de mutualiser plutôt que de garder un niveau pur, par exemple? Ça, je trouve intéressant. Ça part de 3 constats. Le premier, c'était qu'on avait des classes très hétérogènes et qu'il fallait trouver un moyen de différencier, en tout cas de créer des parcours adaptés en se décentrant un peu du niveau et de la classe d'âge et en allant chercher vraiment les besoins dans un cycle. Le deuxième, c'était que le cours double, en tout cas le mélange des âges est intéressant. Ce qui peut se passer plus souvent en maternelle est intéressant et enrichissant pour les enfants. Et le troisième, c'est que parfois, gérer une classe en termes de comportement et d'attention et de disponibilité seul, c'est difficile. Et que finalement, partager les élèves et partager les regards, et aussi notre disponibilité, notre patience, c'est plus simple. C'est-à-dire que quand on a un élève qui est parfois plus sollicitant, plus usant, c'est vrai que d'alterner les moments, pour eux comme pour nous, ça permet aussi d'avoir une gestion plus apaisée. Tiens Naya, viens voir. Est-ce que tu peux donner ça à maîtresse Larcher, s'il te plaît? Tu lui dis que ce sont les sous de Myriam. Voilà, et qu'il faut lui rendre la monnaie si elle peut. Moi, j'ai la monnaie si elle l'a pas. Tu vas voir maîtresse Larcher, tu toques. Une petite question très administrative. Comment on défend ça auprès de la direction, auprès de l'inspection? Est-ce que c'est un cadre tout à fait légal, on va dire? Je ne sais pas, on ne s'est pas posé la question. Ok. Alors, de la direction, oui, c'est expliqué. Ça, nous, on le voit comme un décloisonnement plus, finalement. C'est un décloisonnement plus. Et au niveau de l'inspection, alors on n'a pas posé la question en amont, mais en aval, ça n'a jamais posé problème. On a quand même rédigé des projets en lien pour que ce soit cadré et explicite. Mais... Ok. Et les parents? Les parents, la première année, il faut beaucoup expliquer. C'est vrai qu'on fait une réunion de rentrée ensemble. On commence ensemble avec la collègue. On leur explique qu'en fait, c'est une classe de 50 finalement et qu'ils échangent. Mais que ça n'entrave pas les apprentissages, au contraire.
La plupart des enfants vont suivre des apprentissages de la même manière qu'ils le suivraient dans une classe ordinaire. Et pour certains qui ont des besoins spécifiques, vont travailler dans des groupes de niveau adaptés. Super. Est-ce que tu peux aller chercher ton cahier bleu, Brian, me mettre les titres, la date, parce que je l'ai corrigé. Corriger ton travail en autonomie, j'ai vu qu'il n'y avait pas de titre, pas de date. Va le chercher tout de suite. Il est chez Maîtresse Larcher. Tu vas dans le bac des cahiers bleus chez Maîtresse Larcher. Et tu prends et tu me mets juste la date, les titres. Parce que si je te le dis pas maintenant, ça ne sera pas fait en autonomie. Tu nous raconterais une journée type de classe mutualisée ? Je vais peut-être la raconter du point de vue des élèves. Ouais, bien sûr. Ils arrivent le matin, ils commencent avec leur groupe classe, donc ce qu'on appelle nous la classe de référence, histoire de quand même commencer la journée, gérer l'administratif, les papiers. On fait un petit rituel tous ensemble, qui varie tous les matins, français, maths, écriture. Puis assez rapidement, au bout d'une demi-heure, on échange. Donc moi, je garde tous les CE2 en français jusqu'à la récré, et tous les CE1 travaillent avec ma collègue. À la récréation, on en profite au retour de récréation, on redonne des consignes différentes, donc tous les CE1 viennent avec moi faire des mathématiques et les CE2 avec ma collègue faire des maths, mais de niveau CE2. Si là-dedans il y a des élèves qui ont des besoins particuliers, j'ai par exemple des CE2 qui font du français CE1 parce que c'est trop difficile et qui vont par contre faire des maths CE2. Donc ça permet aussi de différencier sans que moi je fasse pour un élève en fait. Ça me permet à moi de faire moins de différenciation sans rogner sur la qualité de ce qui est proposé aux enfants en fait. Et les après-midi sont au choix. Alors la découverte du monde est faite en niveau, donc CE1, CE2. Il y a un petit temps de dictée et puis après on a soit des enseignements de découverte, donc art, anglais, qui sont là faits en C1, CE2, donc mixte. Et on termine toujours nos journées par un groupe de lecture où là on a 4 niveaux différents, mélangés complètement CE1, CE2 parce que c'est beaucoup plus hétérogène. Donc voilà, ils se promènent beaucoup. C'est vrai qu'en début d'année il faut qu'ils retiennent un peu, mais après ils alternent. C'est ça, parlons de comment on apprend à naviguer dans 2 classes, le matériel. Avant qu'on se lève, je donne les consignes. À écouter toutes les consignes. Les responsables, c'est-à-dire Léonie et Zaïm, vont ramasser les ardoises. Léonie pour les CE1, Zaïm pour les CE2. Attendez, j'ai pas fini. Imran peut prendre les bacs de feutre, de chiffon et ramasse les chiffons. Chez les CE1, il me faut un enfant qui prenne le bac de trousse. Valérie, tu prends le bac de trousse. Kalissa, tu échanges le bac de cahier. Les CE1, vous allez vous ranger devant la porte. Les CE2, vous ne bougez pas. Vous vous rangez calmement devant la porte de maîtresse. Comment ça se prépare tout ça ? Alors je dirais qu'il faut que ce soit très clair pour l'enseignant sur ce qui est attendu des élèves, où ils doivent aller. Il faut que les consignes soient très claires, parce que même quand elles seront très claires, on va passer un mois à les répéter. Et il faut que la gestion matérielle soit anticipée. Donc il faut en amont travailler un petit peu d'harmonisation sur les groupes, les niveaux des différents enfants, se mettre d'accord, créer des groupes sur lesquels on est très clair. Et puis prévoir les trousses. C'est vrai qu'effectivement, je leur dis le matin, ils ont un bac de trousses CE1 chez moi, un bac de trousses CE1 chez ma collègue, CE2, et pareil pour les cahiers. Ils ont des bacs de cahiers qu'ils rangent par niveau. Et puis sur chaque cahier, ils ont une petite gommette de couleur pour dire les verts c'est mes CE2, les rouges c'est les CE1 de la collègue. Comme ça, on repère visuellement, très rapidement, pour y perdre le moins de temps possible. Super, quelle organisation. Ça pose forcément la question du travail avec la collègue. Chez les CE1, bleu à table, vert au tapis. Et chez maîtresse ? Chez les CE2, les verts à table avec votre cahier vert. Et les rouges au tapis avec votre agenda. Je répète, les verts, cahier vert, les rouges, agenda. Ça demande quel temps ? Ça demande quelle harmonisation ? Ça demande de l'harmonisation, ça c'est certain, mais c'est en fait très en amont. Une fois qu'on est au clair sur notre routine, notre roulement, dans l'aspect pédagogique des apprentissages, chacune gère comme elle veut.
Il y a vraiment une liberté pédagogique, on n'utilise pas nécessairement les mêmes outils, on ne fait pas forcément exactement de la même façon. Donc c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un cadre qui soit le même en termes d'attendu, de comportement, etc. Mais vraiment en termes pédagogiques, chacune est libre de faire comme elle veut. Par contre, en amont, on s'est mis d'accord sur ce qu'on compte travailler, les notions, de quelle manière, avec quel groupe, et puis où est-ce que ça peut nous amener. Mais c'est beaucoup de l'amont finalement. Et une fois que c'est fait une fois, puis ça roule. Concernant cette organisation, on va parler de tes élèves et de ce qu'ils y vivent et de ce qu'ils y apprennent en tant qu'humains, parce que j'imagine que c'est beaucoup en termes de posture humaine. Tu dirais quoi de tes élèves dans cette organisation ? Je dirais qu'ils sont adaptables et autonomes, je crois. Enfin, j'espère. Adaptables parce qu'ils font face à 2 enseignantes malgré tout différentes. Et qui, même si on a... Alors, je pense que ça c'est nécessaire, on a une vision commune de l'enseignement, du rapport à l'enfant, du rapport à l'élève. Ça, je pense qu'on ne peut pas faire fi de ça. Par contre, on ne s'est pas forcément levé du même pied le matin et l'une pourra avoir très bien dormi et l'autre mal, et il faut aussi qu'ils prennent ça en compte. Mais finalement, c'est ce qui se joue aussi plus tard en tant qu'adultes ou au collège dans les rapports humains de manière générale. Donc nous, bien sûr, on prend sur nous, mais eux aussi parfois. Et autonome parce que il faut qu'ils sachent ce qu'ils viennent faire à l'école, où ils vont, ce qu'ils font, dans quel ordre. Et solliciter l'aide, en fait, même si parfois ils ne savent pas. C'est vrai qu'en tout début de CE1, ils ne savent pas toujours demander de l'aide. Ils restent là, au milieu de la classe, et ils attendent. Et c'est vrai que ça s'apprend. Finalement, ça fait aussi partie de l'autonomie. Permettre à 2 groupes classes de se mélanger, de bouger, d'être fluides les uns avec les autres, est-ce que ça apporte quelque chose humainement chez ces enfants ? Oui, je pense quand même qu'ils sont confrontés à plus d'enfants. Et donc, il y a 2 aspects. Je dois m'adapter à plus de monde, à des enfants différents. Et à l'inverse, si je ne m'entends pas avec quelqu'un, j'ai beaucoup plus d'options pour trouver des gens avec qui m'entendre. Et en plus, ça change selon les moments. Donc, je peux aussi varier les copains et les copines. Celui qui est à côté de moi en maths ne va pas être celui qui est à côté de moi en atelier lecture parce que le groupe est différent. Et ça me permet, moi, de vivre des choses différentes et de ne pas être coincée tout le temps avec la même personne, même si je l'aime bien. Et à l'inverse, parfois, je suis avec des enfants que j'aime moins, mais je sais que ce sera aussi transitoire. Donc, je fais l'effort de m'adapter à eux parce que j'aurai des temps de répit à d'autres moments. Les CE1, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Où est-ce qu'on va aller ? On va aller où, Mialine ? Chez maîtresse Larcher. Oui, on va aller chez maîtresse Larcher. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va travailler. Oh, t'as levé le doigt, Léonie ? Non. Sabrine ? On va prendre le trousse et après on va prendre la chaise et après on se range devant la porte. Ouais. On va prendre notre trousse, on va aller se ranger devant la porte. On change un peu de sujet, on sort de cette organisation. Décris-nous ton école. Elle est où ? C'est une école urbaine parce qu'elle est en ville, mais qui est malgré tout entourée de beaucoup de verdure. On a de la chance. Elle est au milieu d'un quartier très résidentiel, mais ce n'est pas de là que viennent la majorité de nos élèves. C'est vrai qu'ils viennent d'un peu plus loin. C'est vrai qu'elle est excentrée par rapport à notre bassin de recrutement, si je puis dire. Ce sont des élèves qui vivent majoritairement en immeuble, qui passent énormément de temps ensemble, en fait, puisqu'ils habitent dans 2 rues différentes. Globalement, ils viennent, 2 rues regroupent quasiment 95% des élèves de l'école. Et donc, ils passent déjà beaucoup de temps ensemble en dehors, dans le quartier, quand ils sortent jouer, quand ils sont au city, et ils se retrouvent après à l'école. C'est vrai que les maisons, vraiment le quartier très résidentiel autour de l'école, alors soit est trop vieillissant pour avoir des enfants en âge d'être scolarisés, soit choisit de ne pas scolariser ses enfants à l'école publique, ou en tout cas dans cette école. D'accord. Tu es assise à un endroit de ta classe et j'aimerais bien que tu me dises ce que tu vois de là où tu es assise. Je vois 2 espaces. Je vois un espace de travail dirigé et un espace de travail autonome. Donc en fait, mon espace de travail dirigé, c'est vraiment face au tableau. J'ai 12 places assises et un tapis de regroupement.
qui me permet de ramener les élèves près de moi à un moment, quand je veux passer des consignes, de les avoir vraiment au plus près. Et plus au fond de la classe, je vois une petite table de travail, des tables avec des ballons, un canapé, un espace pour les ateliers de manipulation, une grande table de regroupement pour travailler avec 6-8 élèves. Il me faut un enfant qui s'occupe de me ranger les barquettes. Bah, Kalisa, je ne peux pas tout faire. Tiens, ah là, non, tu commences par ramasser mes stylos, tu les ranges dans toutes les barquettes, puis tu ramasses les feuilles, tu les remets à la poubelle, et ensuite tu me fais une pile de barquettes, tu les ranges. Dis-moi, pour cette question de la classe mutualisée, on a l'idée, on a l'envie, et puis après, il y a l'action, il y a la réalité. C'est quoi la plus grande difficulté pour toi qu'il y a eu à dépasser pour mettre en place cette classe mutualisée ? Accepter qu'on a un petit mois où on perd du temps pour en gagner après. Je pense que c'est vraiment ça. Accepter qu'on va ramer un petit peu, 2-3 semaines. Surtout sur la première année où on le met. C'est vrai que nous, on a changé d'école l'année dernière, donc on a eu une année 0 l'année dernière. Et là, c'est dur parce qu'il n'y a pas d'habitude du tout de travail, de cette forme de travail. Donc, ils ne savent pas du tout où on veut en venir. Là, cette année, on a gardé une grande partie de nos CE2 et ça change tout. Parce qu'ils redirigent, ils aident. C'est déjà beaucoup moins long et beaucoup moins coûteux. Oui, tout à fait. Et ça devient une culture, finalement. Oui. Et de même pour les parents dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que les parents disent « Oui, c'est bon, ils ont fait l'année dernière, c'était bien. » Oui, c'est ça. Allez, un petit exercice. Imagine que tu es rédactrice en chef d'un magazine lié à l'éducation et tu dois promouvoir cette classe mutualisée, tu dirais quoi ? Je dirais que c'est la solution pour ne plus être seule dans sa classe. Et que la solitude, c'est dur pour les enseignants, à tout point de vue. Même quand ça marche, même quand on a une classe agréable, facile, où ça déroule, c'est quand même dur. 8 heures de sa journée où on ne parle qu'à des enfants, même si on parle beaucoup et que c'est bien, hein, mais c'est dur. Et quand c'est difficile, et la solitude, c'est d'autant plus dur. Être seul face à des difficultés d'apprentissage ou des difficultés de comportement, être seul face à des parents aussi. Parce que finalement, quand c'est difficile pour un enfant et qu'on vient tout seul, on n'est pas reçu de la même façon que quand on est deux à dire « Écoutez, nous, on a reçu votre enfant de la même façon toutes les deux. » Donc je pense que vraiment, on gère à 2, à 3, on croise nos regards, on échange, c'est constructif. Voilà, c'est dépasse le côté solitude du métier d'enseignant qui est parfois pesant. Par contre, maîtresse Larcher est venue me dire « Maîtresse, je n'ai pas eu le temps de donner un billet de fierté à Elena, mais il faut le faire parce qu'Elena, elle est à l'écoute. Quand j'appelle son groupe, elle est assise, elle est prête à travailler, elle écoute les consignes. Donc, dès que j'aurai fermé... Et dès que je vais aller dans la boîte, Elena, je vais te donner le billet de fierté, élève à l'écoute des consignes. D'accord ? Parce que c'est très bien, maîtresse Larcher me l'a dit, et moi aussi, effectivement, je le remarque. On l'a remarqué toutes les deux. Et pour terminer, tu rassurerais comment ceux et celles qui seraient intéressés et qui auraient envie ? Je dirais que c'est déjà sur l'aspect du travail, effectivement un peu de travail d'harmonisation en amont, mais que c'est énormément de temps gagné, parce que c'est ce que je disais sur la différenciation en fait. Les élèves sont à leur place, ils ne quittent finalement pas le groupe classe, c'est-à-dire que même un enfant qui va travailler une compétence avec un niveau N-1 ou N-2 n'a pas quitté son grand groupe classe, donc 2 points de vue d'enfant, c'est quand même moins violent que d'avoir un travail tout seul, à faire tout seul dans son coin. C'est moins de travail pour moi de différenciation à réfléchir en aval, etc. Et je dirais quand même aussi, sur un autre aspect, qu'on n'a pas forcément besoin d'être raccord sur tout. On a besoin d'être raccord sur notre vision du métier. C'est sûr que si on travaille avec quelqu'un qui travaille de façon très magistrale et nous pas, parce que ça peut aussi être fait dans une classe totalement en autobus, voilà. Mais moi, j'y ai été confrontée à devoir changer de binôme quand ma collègue était enceinte. Donc, on a quand même passé 6 mois avec un collègue remplaçant. Finalement, ça s'est très bien passé. C'est possible. À partir du moment où on a envie de faire ensemble, on trouve des solutions pour que ça fonctionne. Et les élèves s'adaptent. Ils savent très, très bien le faire.
Merci beaucoup, Evie. De rien. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.